Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mercredi 13 avril 2022 et dans cette vidéo on va parler d'une distribution Linux qu'on aurait presque oublié, dites donc, il s'agit de la Rosa Linux. Elle est arrivée en 2010, elle s'est basée sur Mandriva 2010. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que Mandriva 2011 s'est basé sur Rosa Linux, Mandriva 2011 ayant été la dernière version de la Mandriva Linux. C'est une distribution d'origine russe développée par une société russe qui s'appelle Rosa et elle a été publiée avec 3 éditions différentes. Rosa Desktop Fresh, la version grand public, et 2 versions orientées plutôt entreprise, la Rosa Enterprise Desktop pour les stations de travail et la Rosa Enterprise Linux Server pour les serveurs. Chez les Russes, on ne se pose pas trop de questions avec les logiciels propriétaires et donc étaient inclus dans les distributions Linux 2 éditions de Rosa des logiciels propriétaires tels que Adobe Flash Player, bon ça n'existe plus aujourd'hui, Steam, les codecs, donc la lecture de fichiers MP3, vidéo avec des éventuels codecs propriétaires, bon on se posait aucune question, tout était supporté par défaut, donc une fois la distribution installée, c'était fonctionnel sans prise de tête. On avait aussi tous les outils de Mandriva pour administrer son système, donc ça c'était génial. Maintenant on va voir 12 ans plus tard où est-ce qu'en est la distribution. Alors si on va sur le site officiel rosalab.ru que vous retrouverez dans le descriptif de la vidéo, vous voyez ici dans les sorties officielles, on a ici la section Rosa Desktop Fresh 12.1 et on constate que cette dernière version est sortie le 12 novembre 2021. Donc ça, il n'y a pas si longtemps que ça. Le projet vit encore et on a 2 éditions ici, une édition avec l'environnement de bureau KDE Plasma et une autre avec l'environnement de bureau GNOME. Bon, on sait qu'historiquement, dans le monde Mandriva, on était très intéressé et axé sur l'environnement KDE. Donc nous ici, on va voir ce que donne l'édition KDE Plasma. Si on va sur la page dédiée à Rosa 12, ici, donc on a un accès aux notes de version, on a 2 captures d'écran qui montrent rapidement à quoi ressemble la distribution aujourd'hui avec les liens de téléchargement. Et on a quelques documentations, c'est pas énorme, et d'ailleurs on voit que la dernière page qui concerne la migration ici concerne une migration de R3 à R4. J'ai regardé rapidement, il semble pas spécialement possible de faire une migration de la version 11 à la version 12. Bon, j'ai peut-être pas forcément cherché énormément, mais ça n'a pas l'air d'être spécialement possible. Bon, juste avant de tester l'install, on parcourt rapidement le forum ici. Donc le forum de chez Rosa, il est, comment dirais-je, divisé en plusieurs catégories. Et là, on a donc la partie russe ici, avec une section dédiée à la version 12 ici. Si on va là, donc vous voyez ici, on a des sujets de conversation qui sont là. Donc ça parle de capteurs de température, ça parle de latex, ça parle de l'installation, etc., de MySQL, bon ok. Et vous voyez que les messages sont assez récents finalement, puisque ici, bon, même si l'annonce elle est de mars, là 13 avril, 13 avril, 13 avril, 12 avril, 12 avril, bon, ça cause et il y a des échanges sous le forum. Par contre, si on descend ici, dans la section anglaise, un peu plus, j'allais dire, internationale, ici, on voit que les messages, les derniers messages, sont pas tout jeunes quand même. Ici, ça date du 19 février 2022 et puis dans la section hardware, là, ça date de mai 2021. Donc ça cause pas beaucoup. Et sur la partie francophone ici, le dernier message qui concerne la sortie de Rosa R12 date du 13 octobre 2021. Voilà. Donc c'est les échanges qu'il y a en français ici. Et donc, on peut constater que chez les Français, ça cause pas énormément de Rosa. Alors, même si c'est pas spécialement utilisé par le monde francophone, peu par le monde anglais, on va quand même installer cette Rosa. Donc, ici, je démarre en français. Je vais démarrer le live puisque le média d'installation que je charge ici, qui est
le média Rosa Fresh Plasma 12.1, nous permet d'installer directement, mais aussi de tester en live et d'installer depuis ce même live. On se rappelle, chez Mandriva, le graphisme, c'était vraiment chouette. Il y avait des efforts sur la charte graphique de la distribution. Là, on voit le démarrage du système avec la petite barre de progression toute mignonne, toute fine. Mais c'est joli. On a un fond bleu avec des dégradés. Bon, on retrouve quand même une image plutôt soignée au niveau de l'affichage. Donc ça fait plaisir. Je vous mets en plein écran. Donc on voit l'environnement de bureau KDE se démarrer. Hop là, voilà. Donc on parcourra l'environnement de bureau ici. Je vous lance l'outil d'installation. Historiquement, en 2010, on avait affaire aux outils d'installation de Mandriva, le fameux Drake Installer. Là, aujourd'hui, en 2022, on a affaire à Anaconda, l'outil d'installation de Fedora. Donc je ne rentre pas dans les détails. Si vous avez déjà installé une Fedora, c'est exactement la même chose. Ici, je mets un partitionnement auto. Par défaut, quand on crée notre utilisateur ici, vous voyez, la case faire de cet utilisateur un administrateur est cochée. Donc, par défaut, on a sudo et tout ça qui est installé, notre utilisateur et admin. Le compte route est désactivé, mais contrairement à Fedora ou Workstation, la version GNOME, on a la possibilité ici de réactiver le compte route directement et de lui définir un mot de passe. Je commence l'installation, je vous accélère tout ça et on se donne rendez-vous une fois que le système est installé pour regarder rapidement comment ça se met à jour, ce qu'on a dedans. Bien, donc l'install est terminé, ça a pris 6-7 minutes par là. On va redémarrer tout ça. On remarque à nouveau le bel écran d'extinction. Tchac. Donc, on démarre ici. On voit d'ailleurs le noyau 5.10.74 qui est en action. Et on va faire un petit peu le bilan. Alors, j'ai regardé avant l'enregistrement de cette vidéo, évidemment, un peu de quoi allons-nous parler. Alors, remarquez ici, le gestionnaire de connexion, vous avez vu, c'est GDM. Pourtant, une fois qu'on est sur l'environnement de bureau, qui c'est qui arrive? Eh bien, c'est KDE. Donc, gestionnaire de connexion de GNOME. Pour lancer KDE, pourquoi pas? Mais bon, ça c'est un petit point de détail. Petit point de détail, un peu moins de détail. Le clavier à l'installation est en QWERTY. On a la disposition que pour les Anglais ou pour les Russes. Donc là, on a un petit raccourci qui nous permet de lancer la configuration du système KDE et on va pouvoir aller directement dans les périphériques d'entrée, enlever ces deux dispositions pour rajouter notre bon vieux français ici. Et à partir de là, on va pouvoir écrire avec notre clavier français. Bon, après, vous voyez, l'environnement KDE, il est en français, pas de souci. D'ailleurs, le thème, il est un petit peu travaillé, c'est plutôt joli. Chez Rosa, il nous avait un petit peu modifié ce thème. On a la possibilité d'avoir un thème clair ou un thème foncé. Là, je vous montre juste l'aperçu sans basculer sur ce thème foncé. Voilà. Mais la bascule se fait ici, tchac, en un clic. Et on revient ici en thème clair. OK. Donc ça, c'est ce à quoi ressemble la distribution. Si je vous lance une console, hop, parce que ça va nous intéresser pour voir quelques petits éléments. Si je vous fais donc une M-A, on a bien vu le noyau 5.10. Si je vous lance K-Info Center, le centre d'information de KDE, vous voyez ici qu'on est en présence d'un KDE Plasma 5.22. Alors, historiquement, on avait les outils URPMI chez Mandriva, vous voyez, dès que URPMI est lancé, il y a une redirection automatique vers la commande DNF et URPMI permettait d'installer des logiciels, donc il y a une redirection vers DNF install. Si je vous fais le URPMI auto update qui servait à faire la mise à jour du système sous Mandriva, et bien vous voyez, il y a une redirection vers DNF refresh, upgrade, et donc là, on a les mises à jour qui nous sont présentées, mais on a des mises à jour, je les ferai juste après, c'est juste pour vous montrer un truc, c'est que là, on n'a pas dans la barre de notification une alerte qui nous dit « Hey,
il y a des mises à jour à faire, il faut les faire, etc. L'outil est très discret, tellement discret qu'on ne le voit pas. Si on va dans la liste de logiciels, dans Outils Système, qu'est-ce qu'on a? On a DNF Dragora, qui est donc l'outil qu'on retrouve sur Fedora or GNOME, qui permet d'installer, désinstaller des logiciels. Bon, cet outil, vous savez, je l'aime pas trop, mais bon, il est là, il a le mérite d'exister, et vous pouvez aller sélectionner les paquets à mettre à jour, donc vous mettez tous à mettre à jour, ok, et donc là, on a la liste des paquets à mettre à jour qui nous sont présentés ici, ok. Donc là, on a les mises à jour qui sont à notre disposition. Sur Fedora, on a un outil directement de mise à jour qui appelle DNF Dragora, qui se met en bas ici. Là, on a juste un outil qui s'appelle Update, mais vous allez voir, quand on va le lancer, cet outil Update, regardez, et tout est écrit en russe ici. Donc là, bon, c'est marqué mise à jour du système, je vous traduis, hein, télécharger les paquets, ok. Et une fois que les paquets sont téléchargés, il procède à l'installation. Donc là, j'annule juste ici. Je vous lance la mise à jour directement via la ligne de commande. Donc bon, ça rappelle le DNF upgrade. Hop. Voilà, donc les mises à jour sont terminées. On reboot l'ensemble pour faire le petit tour du propriétaire. Hop là, donc on bascule sur Rosa Fresh 12.2. Vous voyez, on a finalement sauté une petite version qui devrait pas tarder d'être annoncée finalement chez Rosa. Version mineure. Pareil, hop, on a le démarrage. Alors, je bascule comme ça pour qu'on revienne en plein écran. Nickel. Et donc, cette fois-ci, je vous relance le petit K-Info Center, tac, et vous voyez que ici, on est avec KDE Frameworks 5.92 maintenant, toujours sur le noyau 5.10, ça fonctionne toujours aussi bien. Donc les outils finalement de Mandriva, ils ont un petit peu disparu. Si je reviens en affichage en mode icône, que je préfère largement, vous voyez ici, les outils de Mandriva, ils se retrouvent ici dans l'administration du système. Donc information système, c'est notre centre d'information KDE. Authentification, là ça va encore lancer le Drake Auth. Donc là, c'est pour nous connecter éventuellement à une authentification LDAP, un domaine Windows, etc. Donc là, c'est vraiment un outil propre à ex-Mandriva. On a la configuration qui ne fonctionne pas des outils Rosa. On a le pare-feu ici. Donc c'est l'outil de pare-feu de l'époque de Mandriva. Donc l'outil est toujours là. Hop là. Le contrôle parental de Mandriva, toujours ici. Nickel. Et gérer les services système. Donc là, par contre, c'est l'outil historique de Mandriva qui permettait de gérer les systèmes. Donc là, ça fonctionne avec systemd maintenant, hein, qui nous permet d'activer ou non certains services au démarrage. OK. La gestion des utilisateurs du système. OK. Donc l'outil très sommaire. Et puis, on a l'outil de configuration du matériel ArtDrake qui nous détecte ce qu'on a dans la machine et qui nous affiche tout ça, un petit peu ce qu'on retrouve avec un utilitaire graphique qui est disponible sur d'autres distributions Linux dont j'ai oublié le nom. Voilà, mais on a la liste ici des processeurs, cartes Ethernet, etc. Donc pour savoir un petit peu ce qu'on a comme matériel dans l'ordinateur. Voilà. Et donc côté logiciel, ce qu'on a par défaut, donc le gestionnaire de fichiers, bon, bah, c'est Dolphin. J'aime bien le petit thème d'icône quand même, sympa. Ok. On a Chromium comme navigateur web par défaut. Alors il n'est pas spécialement, j'allais dire, à jour parce que quand on regarde ici, c'est la version 98. Il me semble qu'aujourd'hui on est déjà à la version 100, mais à force d'utiliser des versions de développement d'un point de vue perso, bon, ben je sais plus trop quelles sont les versions stables des navigateurs internet. Et on remarque un truc assez étrange là, ici on a GeoTS TLS via CryptoPro. Donc il y a une petite notion de crypto-monnaie ici. Je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie ici. Bon, je voulais quand même vous le mentionner là. Le lecteur de musique par défaut, c'est Elisa. Donc c'est un lecteur de musique propre à KDE. Ok,
Ok. Et si on va donc dans la partie bureautique, on est en présence de LibreOffice qui s'est mis à jour d'ailleurs en cours de route. Ok. LibreOffice 7.2, donc version stable, hein, pas celle qui embarque les tout derniers développements ici de LibreOffice. Côté graphisme, on a GIMP. Et ici, on a juste un outil pour numériser des documents qui est celui de GNOME. Là, hop là, regarde, je vous montre. Numériseur de documents, donc c'est Simple Scan, c'est celui de GNOME. Et vous voyez, les applications, qu'elles soient propres à celles de KDE ou de GNOME, le thème est plutôt cohérent de ce côté-là. Quelques utilitaires qui sont présents. Dans les jeux, donc Steam n'est plus livré par défaut ici. Et donc, on a une Logitech assez sommaire, mais qui est présente. Et donc, si vous voulez installer des fichiers RPM à la main, par exemple, vous dites, tiens, moi, je veux le navigateur Vivaldi, par exemple, eh bien, vous pouvez aller récupérer un fichier RPM sur Internet. Donc là, on va aller chez Vivaldi, télécharger Vivaldi. Donc, je prends le RPM ici, hop, il se télécharge, j'enregistre. Je vais afficher dans le dossier le RPM, donc il est là. Et je double-clique dessus, et qu'est-ce qui se passe? C'est notre ami DNF Dragora qui se lance. Donc, Chromium, j'en ai plus besoin. Il nous demande le mot de passe, et vous voyez, Vivaldi va s'installer directement. Donc, pas besoin de solliciter la console pour ça, hein, pour installer des logiciels. Vous pouvez passer par DNF Dragora, qui vous liste tout et qui vous installe tout bien comme il faut. Et à partir de là, dans la section Internet, bon, il faut que le menu se mette à jour, ça prend un petit peu de temps. Voilà, mise à jour des applis. Hop. Et là, on va retrouver notre navigateur Vivaldi ici. Donc là, je vous montre avec Vivaldi, hein, mais quel que soit le fichier RPM que vous allez télécharger sur Internet, eh bien, vous pouvez les installer graphiquement sur Rosa. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure sur cette Rosa Linux en 2022 ? Eh bien, c'est que le système, il est toujours maintenu, il continue son développement. D'ailleurs, on l'a vu sur le site, on a téléchargé la version 12.1 et avec la mise à jour, on a basculé en 12.2. Donc, c'est un système qui est toujours en fonctionnement. Peu d'utilisateurs français, donc forcément peu de tests sur la partie français. Et donc, ici, la petite information sur la disposition du clavier qui reste en anglais russe. Bon, ben, c'est pas forcément remonté, donc pas forcément corrigé. Après, le système a le mérite de fonctionner. On a des logiciels plutôt récents. Après, honnêtement, ne vous cassez pas la tête à essayer d'utiliser cette distribution Linux. Je ne pense pas qu'elle ait spécialement d'intérêt pour nous, vu l'embarras du choix qu'il y a au niveau des distributions Linux. Mais voilà, je voulais faire un petit focus quand même sur cette Rosa, parce qu'elle a été quand même citée, et ça a été un pilier hein, dans les années 2010. Elle a fait parler d'elle, puisque c'est la société Rosa qui a quand même fourni la version 2011 de Mandriva, qui malheureusement n'a pas suivi de développement, et Rosa est arrivée poursuivant son développement. Après, est-ce qu'elle est utilisée beaucoup plus en Russie ? Je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, on voit que dans l'écosystème russe, chez les Russes, ça discute sur le forum, il y a des messages assez réguliers, il y a de l'entraide, donc il y a de l'utilisation probablement en Russie, par contre, en dehors de la Russie, beaucoup moins. Mais bon, voilà, la distribution, elle est là, elle a le mérite d'exister, elle est toujours fonctionnelle, et voilà. Après, je ne sais pas si vous l'avez utilisée, cette Rosa, d'ailleurs. Si vous avez été utilisateur de Rosa, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire dessous la vidéo, hein, qu'on puisse échanger, et que vous puissiez nous dire à l'époque si elle vous avait plu, cette distribution. Mais moi, elle m'avait séduite, en tout cas sur la partie graphisme. On a toujours quelque chose de très bien visuellement. D'ailleurs, de l'allumage à l'extinction, puisqu'on voit à nouveau avec l'extinction ici. Non, c'est tellement rapide qu'on n'a pas vu la petite barre de progression, mais au démarrage, vous l'avez vu, hein, le thème est quand même assez joli. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.